stratégiques pour pouvoir étendre leur zone d'influence dans les espaces libérés. Alors, je vais vous donner l'analyse de l'organisation du congrès de Moscou dans le contexte de la guerre froide, faite par les offices de renseignement de l'Allemagne fédérale. C'est un gros dossier qui comporte, c'est vraiment un gros dossier parce qu'il n'analyse pas seulement le congrès, mais aussi toute la stratégie orientaliste soviétique de l'époque. Et le congrès lui-même fait déjà l'objet d'une bonne quinzaine de pages de commentaires. Donc je vous en donne juste un tout petit extrait. Les déclarations faites jusqu'ici par des membres éminents du comité préparatoire montrent qu'il faut s'attendre à un congrès international politisé. Plus loin, tous les pays de l'Est devront faire preuve de solidarité lors du congrès. Leurs exposés sont coordonnés de manière à éviter les contradictions entre eux et dans les discussions. Tous les congressistes du bloc de l'Est doivent donner un nouvel élan aux études orientales pour ne pas s'enliser dans les recherches à l'ancienne et la philologie orientaliste, mais contribuer aux recherches contemporaines. Les soviétiques essaieront probablement de gagner la sympathie des orientalistes d'Orient. Alors, il faut savoir que précisément l'orientalisme russe à cette époque est en pleine transformation sous l'impulsion de Bobojan Gafurov, qui était une personnalité tadjik qui avait exercé des fonctions gouvernementales et qui n'était pas un orientaliste au sens classique du terme. Alors je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que par faute de temps et aussi parce qu'il existe un très bon article de Michael Kempfer sur la participation, sur la question des enjeux politiques du congrès orientaliste de 1960 à Moscou dans ce livre qui s'appelle Reassessing Orientalism. Donc il entre vraiment dans tous les détails de la réorganisation des institutions de savoir orientaliste à Moscou à l'époque, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, qui ne s'appelait plus comme ça. Il montre en détail les stratégies de Gafurov pour faire valoir les droits d'un orientalisme qui soit orienté davantage, qui fasse moins droit à la philologie et qui soit davantage orienté vers la mise en valeur des différents peuples composant l'Union soviétique et qui permettent également de nouer à l'Union soviétique par le biais de connaissances plus pratiques des liens privilégiés avec les espaces en voie de décolonisation ou déjà décolonisés. Je voudrais aussi vous montrer, pour vous montrer l'impact de la guerre froide sur l'organisation du congrès, ce document qui provient également des archives politiques du gouvernement allemand. Maintenant, depuis l'Allemagne réunifiée, les archives est-allemandes et ouest-allemandes se trouvent au même endroit. Là, il s'agit des archives est-allemandes. C'est un mémentum du comité central du Parti communiste est-allemand qui est à l'adresse des orientalistes qui vont se déplacer à Ann Arbor aux États-Unis en 1967. Donc on leur conseille notamment, en particulier lors de discussions avec les savants américains, les membres de la délégation expliquent comment les dispositions de l'accord de Potsdam signé par les puissances victorieuses de la coalition anti-hitlérienne ont été mis en œuvre point par point en RDA, alors qu'en Allemagne de l'Ouest, elles étaient systématiquement contrecarrées. Dans le même temps, les membres de la délégation condamnent l'agression impérialiste d'Israël contre les États arabes. Ils révèlent la protection apportée par Bonn à l'agresseur et expriment la pleine solidarité de la RDA avec les Arabes luttant pour le progrès social. De la même manière, ils prennent position contre l'agression américaine contre le Vietnam. De manière générale, la délégation de la RDA est guidée par les idées et nécessités communes à la lutte anti-impérialiste des pays socialistes, au mouvement de libération nationale et aux forces progressistes des États capitalistes développés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inattendu, mais je trouve assez intéressant de trouver ces documents qui témoignent de manière aussi explicite des enjeux politiques qui s'articulent dans les congrès.
ce que je voudrais souligner pour terminer cet exposé, c'est le fait que ces questions géopolitiques ne sont pas déconnectées des questions scientifiques, et que c'est justement là que se situe le glissement progressif vers les Area Studies, puisqu'on connaît bien tout ce qui concerne le développement des études d'art culturel aux États-Unis. On sait à quel point ça a été lié au développement d'un orientalisme d'expertise et à la volonté de prendre pied dans les espaces qui s'ouvraient. Les études concernant le phénomène en Union soviétique sont beaucoup moins développées. Elles commencent malgré tout à devenir de plus en plus nombreuses depuis, je dirais, 5-6 ans. Et c'est extrêmement intéressant d'observer la symétrie des enjeux et la symétrie des stratégies de positionnement scientifique et politique via des choses qui, en Union soviétique même, s'apparentent également à ce qu'on dénommerait aujourd'hui les études d'art culturel. Et au congrès de Moscou de 1960, a été votée une résolution selon laquelle les africanistes, qui jusqu'alors, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'exposer ici, faisaient partie du congrès des orientalistes, créent leur propre congrès, et ce sera le cas 2 ans plus tard, donc ça a été mis en œuvre assez rapidement. En 1962, à Accra, au Ghana, a lieu le premier congrès international des africanistes, par émancipation du congrès des orientalistes. Et dans les commentaires du congrès de Moscou, on trouve parfois le commentaire la remarque selon laquelle l'africanisme aurait été particulièrement bien représenté à Moscou, ce qui aurait permis de réaffirmer sa place au sein de l'orientalisme. Alors qu'en fait, ça a peut-être été une conséquence immédiate, mais la seconde conséquence immédiate a été la sortie de l'africanisme et sa redéfinition comme autre espace, disons, d'études culturelles, linguistiques, mais aussi sociales, politiques, etc. Et dans ce congrès qui se met en place à Accra en 1962, la part belle est donnée à tout ce qui est histoire du développement, médecine en Afrique, etc. Donc on s'éloigne vraiment du canon traditionnel de ce qu'étaient les études africanistes dans le cadre de l'orientalisme. Mais cette évolution a concerné le congrès des orientalistes lui-même. Et si on analyse brièvement les sections du congrès, j'ai pris trois congrès à 3 dates différentes pour en témoigner, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Vous voyez que dans le cas de 1957 à Munich, on est encore vraiment dans une configuration très classique d'études sémitiques, de sciences de l'islam, de turcologie. Il y a quelques domaines qui sont définis de manière géographique. Ça a toujours été le cas au sein du congrès. On a toujours eu une coexistence et un conflit et parfois des problèmes de cohérence entre les sections selon si le critère était emprunté à la grammaire comparée, à l'histoire des religions, à un découpage plus strictement géographique. Il y a toujours eu des conflits entre ces découpages, du moins des juxtapositions. Mais néanmoins, le fond linguistique restait vraiment prégnant. Si on considère le programme de Ann Arbor en 1967, on voit qu'il y a déjà un glissement qui s'opère vers une délimitation beaucoup plus spatiale. Et vous voyez je suis désolée pour les fautes de frappe, mais vous voyez dans les subdivisions que les sciences politiques, la sociologie, l'histoire contemporaine, etc., font une entrée très, très forte. Et si on considère maintenant le congrès de Canberra en 1971, là, c'est vraiment fortement manifeste. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il me semble intéressant de prendre les choses sur la longue durée et de comprendre comment on est arrivé à cet état de fait. Et
le fait le plus marquant du Congrès, la raison pour laquelle moi je le fais terminer en 1973, même s'il y a eu des sessions ultérieures, c'est qu'en 1973, au moment du centenaire du Congrès, le Congrès vote un changement de nom. S'il s'appelle jusque-là Congrès international des orientalistes, à partir de 1973, il devient Congrès des sciences humaines en Asie et en Afrique du Nord. Sachant que dans la proposition initiale, l'intitulé était réduit à Congrès international des sciences humaines en Asie. Et Afrique du Nord a été rajouté simplement en dernière instance. Mon interprétation, pour le moment, qui est provisoire parce que je suis encore en train d'analyser les archives, je pense qu'il s'agit d'une tentative des Français de ne pas perdre la main sur la définition du Congrès et de l'orientalisme dans ce contexte d'échiquier international où les grandes puissances ont vraiment sorti les armes de guerre scientifiques pour faire acte de présence dans ces domaines. Et la personne qui est à l'œuvre dans ce changement de nom, c'est l'indianiste Jean Filiosa, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui était déjà très actif dans l'Union internationale des orientalistes et qui avait été l'artisan de la création de tout le réseau d'instituts français en Extrême-Orient, donc l'Institut français de Pondichéry, les FEO, etc. Voilà, donc tout ça se combine et je pense que ça compose un paysage qui mérite d'être mis bout à bout pour pouvoir expliciter, élucider certaines configurations qui resteraient mystérieuses sinon. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour cet exposé très clair sur les transformations du CIO. Moi j'ai une question. Oui, c'est vrai que j'ai pas réfléchi que l'acronyme. Oui, c'est pour la flamme olympique. Voilà. On a commencé en retard, on peut finir légèrement en retard, sans doute. Moi j'ai une toute petite question technique. La base de données que tu as montrée au début, ouais. elle est à toi ou elle est publique ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Pour le moment, je m'en sers comme outil de travail et comme elle n'est pas assez, j'estime qu'elle n'est pas encore assez avancée pour avoir une utilité en ligne. Donc pour le moment, je continue à la compléter comme ça. D'accord. Mais j'espère qu'à un moment, elle sera suffisamment avancée pour que je puisse la partager. Mais pour le moment, il y a un côté trop personnel au sens où j'utilise beaucoup ces espaces que j'ai indiqués qui sont informels, qui me permettent, moi, d'ajouter des choses qui ne rentreraient pas dans les cases sinon. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous mets Benveniste pour vous faire plaisir. Une question. J'ai une question. Pascal. En ce qui concerne le contenu des présentations dans cette conférence-ci, est-ce que ça a été aussi une plateforme pour vraiment présenter des données entièrement nouvelles, de trouver ou des idées surtout nouvelles, ou est-ce que le congrès offre surtout une sorte sommaire de l'état de la recherche, une sorte de grand tableau de l'état de l'orientalisme? C'est une très bonne question puisque les orientalistes se sont posés eux-mêmes pendant toute la durée d'existence du congrès, y compris quand il s'agissait de savoir s'il était pertinent de venir participer ou non. Et donc, je dirais que la réponse ne peut pas être univoque. Ça a varié également dans le temps. Au début, il y avait vraiment très peu de temps pour les communications, je crois que c'était 10 minutes. Il y a eu beaucoup aussi de tâtonnements pour arriver à trouver un modus vivendi au niveau linguistique par rapport aux langues officielles du Congrès. Il fallait que ça reste quand même compréhensible pour la plupart des auditeurs, etc. Donc, on trouve très souvent le commentaire que la vie du Congrès
l'essentiel du congrès se passe en périphérie et que c'est particulièrement dans les échanges informels, dans les couloirs, dans les moments de collégialité et dans les visites de lieux qu'on n'aurait pas l'occasion de voir autrement que se fait la science. Et je pense qu'effectivement cette dimension de contact informel est très très importante. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance de certains exposés qui étaient tout à fait sérieux et qui ont pu apporter des choses. Il faut savoir aussi qu'être membre du congrès n'impliquait pas forcément de présenter de faire une présentation. Et ça ouvrait en revanche le droit, au moins pour les premières sessions du congrès, de recevoir les actes. On a une minuscule question de Jean-Luc. Est-ce qu'il y a un enjeu dans le changement, passer du terme congrès au terme conférence pour la World Sanskrit Conference? Alors, la World Sanskrit Conference, je me suis fait une note dessus, elle émane justement de ce contexte-là, mais j'ai peur tout d'un coup de dire une bêtise, je ne sais plus si elle est souhaitée par le congrès ou par l'Union des orientalistes. Sur la terminologie, congrès contre conférence. Je pense que le terme congrès avait été maintenu parce que au départ, comme c'est une création française, on a utilisé l'équivalent strict homonymique dans les autres langues européennes. Mais il me semble que conférence pour conference a la même valeur que congrès, non, pour un anglophone, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, un des enjeux de ce passage à d'autres formes d'organisation du savoir et d'appréhension des découpages, c'est justement, comme le montre le congrès des africanistes, mais ce n'est pas du tout le seul exemple, l'éclatement de ces congrès chapeaux en une myriade d'autres congrès. Et je pense que c'est pour ça que ce congrès des orientalistes a complètement perdu de son importance. Parce qu'on est revenu à des formes d'organisation plus spécialisées, plus centrées sur un sujet, qui semblaient plus pertinentes. Il y a des effets d'aller-retour et je pense que ça montre bien qu'il ne faut pas avoir une vision téléologique des questions de spécialisation en histoire des sciences. Ce n'est pas voué à être la fin de l'histoire et de la même manière que le revenir à une perspective générale n'est pas forcément quelque chose de définitif. En Allemagne, il y a encore un Orientalistentag. Oui. Oui, ça n'a pas arrêté l'existence de congrès nationaux, effectivement. Merci beaucoup, Pascal.